Manifestation autorisée et maintenue pour les anti-CADA. Rendez-vous 9 h, place de la République à Bélabre. Bélabre, une commune de 940 âmes au cœur du Berry, dans l'Indre. Ici, les habitants se déchirent sur l'installation prochaine d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un CADA. En 9 mois, c'est la 4e fois qu'ils manifestent. C'est des gros CADA, là. Vas-y. La manifestation anti-CADA est autorisée et maintenue. Rendez-vous. L'Île-de-France concentre près de la moitié des demandes d'asile. L'État veut mieux les répartir et souhaite que les régions prennent leur part. L'Indre, département sous-doté, va créer 60 nouvelles places d'accueil. 38 dans cette petite commune rurale. Et ça ne fait pas vraiment l'unanimité. On va les mettre là, les parquer au fond, sans rien, sans jardin, sans activité. Qu'est-ce qu'on va faire? Ma crainte, c'est de voir des gens qui ne pourront rien faire de la journée faire des bêtises justement parce qu'ils s'ennuient. Dans des tout petits villages comme ça, où les gens ont l'habitude de vivre très tranquillement et où il n'y a ni transport, où il n'y a rien à faire, je comprends que les gens se posent des questions. Depuis que le projet a été annoncé par le maire, c'est tout le village qui s'est crispé. Le maire a réussi une chose formidable, c'est de diviser en deux sa population. Ça a créé deux mondes différents du coup. Ça a été mal préparé initialement et puis voilà, aujourd'hui, c'est la guéguerre. Un village coupé en deux, au point que le maire ne peut plus se déplacer dans les rues sans être pris à partie. Bonjour. On doit dire bonjour. Le monsieur qui est là, je lui ai dit bonjour. Il m'a dit « tu oses me dire bonjour ». Moi je suis passée à quel honte cet homme. Il a posté sur les réseaux sociaux que l'usine là pouvait être brûlée. L'usine, c'est cette ancienne chemiserie désaffectée. C'est elle que Laurent Laroche a revendue à l'association Viltaïs. Elle doit être transformée en CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je viens toujours là avec un peu d'émotion parce que ma maman y a travaillé. Ici, il y avait 120 ouvrières dans les années 50-60 jusqu'au début des années 80. Ces ouvrières fabriquaient des chemises pour la haute couture française, Pierre Cardin, Christian Dior. Donc là, on va monter à l'étage. On arrive dans la grande pièce qui sera aménagée pour l'étage. Donc vous voyez dans quel état c'est. Hein? Il y a tout à écrire. Il y a tout à écrire. Ça a servi de gymnase. Karine Bouteleux, en charge du projet pour Viltaïs, visite pour la première fois les locaux. Donc là, on sera dans la salle de l'étage où il y aura des chambres, et des douches et des toilettes. Et si ma mémoire est bonne, un coin buanderie pour qu'ils aient accès aux machines à laver, sèche-linge. Le bas sera plus sur les activités collectives et avec des bureaux qui permettront la confidentialité pour travailler justement les dossiers de demande d'asile. 600 mètres carrés pour accueillir 38 demandeurs d'asile. Ça fait un très bel espace, oui. Les combles seraient aménageables. Oui. C'est la superficie qui nous a plu et comme je le disais tout à l'heure, quand je suis arrivée, il y a tout à écrire. C'est vrai que là, finalement, on a 4 murs, un toit et on va pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Allez-y. Mais pour l'instant, pas de travaux en vue. Annoncé en février, 9 mois après, la vente n'est toujours pas signée. J'ai plus de mal à m'imaginer comment ça va être en bas en fait. Voilà. Ici, on a une association de tir à l'arc. Alors, elle va être déménagée provisoirement. C'est particulier, en effet, d'être là. Je suis la cible. Je suis la cible de bon nombre de gens. Je suis l'homme à abattre. Oui. On dit en rigolant, mais c'est pas drôle, quoi. Non, c'est pas drôle.
J'y mets tout mon cœur parce que j'y crois. Comment refuser cet accueil à des enfants, à leurs parents? L'accueil des demandeurs d'asile est une compétence de l'État. En acceptant de vendre ce bâtiment à Villetaïs, Laurent Laroche n'imaginait pas les conséquences. Je me sens menacé, hein. Vous savez, la personne qu'on vient de rencontrer qui me dit voilà, t'as pas honte de me dire bonjour. Moi, je suis l'élu. Pour moi, il n'y a rien qui a changé. J'ai pas changé, moi. Je suis comme j'étais. C'était des gens que je considérais comme des gens tout à fait normaux, aimables, pour qui j'avais un peu d'estime même. C'est des gens qui ne m'avaient jamais rien fait, qui aujourd'hui sont dans une... ce monsieur particulièrement, il est dans une haine. Villetaïs a ouvert 6 CADA dans la région. Mais l'association n'avait jamais été confrontée à une telle hostilité. On est aussi démunis parce que c'est la première fois, donc on en vient à faire des démarches qu'on n'avait jamais faites jusque-là, c'est-à-dire communiquer avec les renseignements territoriaux, aller déposer plainte et des mains courantes sur les posts diffamatoires qui sont diffusés sur tous les réseaux sociaux. Il est là-bas. En quittant le bâtiment, le voisin qui avait invectivé le maire nous interpelle à notre tour. Vous avez filmé qui? On filmait le maire. Le maire? Pourquoi il y a un maire ici? Ou un collabo? S'il est en colère, c'est que sa maison est face au CADA. Alors il a bien réfléchi. Après 20 ans ici, il a décidé de quitter le village. Je pense qu'on veut débarrasser Paris, soulager les Parisiens, parce que les Parisiens, ils en ont peut-être autant marre que nous. En ce moment, on en a marre. On vit plus, on dort plus, parce que moi je pense, c'est la sécurité. Je suis sûr que la sécurité, elle n'y sera pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Bellab? En plus là, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont rien. Maintenant, il dit que ça va être des familles. Moi, j'ai un gros doute. Le maire a géré Villetaïs tout seul. Il n'a rien demandé à personne, il l'a fait de son propre chef. Pourquoi qu'il n'a pas fait un référendum? Un projet clivant, passé sous silence. C'est ce que reproche une partie de la population à son maire. Laurent Laroche, lui, assume son choix. Je n'ai pas commis d'erreur, de faute. Peut-être, éventuellement, aurions-nous dû, peut-être, je dis bien peut-être, aurions-nous dû communiquer plus tôt. C'est ce qui m'a été reproché. J'ai appelé une dizaine d'élus qui ont des CADA dans toute la France et qui ont fait des réunions publiques et qui l'ont très très mal vécu et qui m'ont déconseillé de le faire. Villetaïs n'était pas vraiment non plus favorable à une réunion publique dès le départ. Et du coup, on a dit on va avancer comme ça avec le conseil et on fera une réunion publique après. Nous, on l'a fait au mois de mars, une fois qu'en fait le conseil avait pris la décision de vendre l'usine. On ne va pas me reprocher ça pendant un an et demi. Et c'est pourtant le cas. Les lettres d'insultes, de menaces, s'amoncellent à la mairie. C'est un dossier que j'ouvre pas souvent parce qu'il me fait du mal. Devant notre caméra, il accepte de replonger dans ses courriers. Monsieur le maire, chaque jour qui passe dans ce pays, nous subissons les faits divers les plus atroces par les migrants. Nous ne laisserons pas ce centre ouvrir dans notre région sans réagir. Nous ne laisserons pas un petit collabo défigurer le visage de la France sans rien faire. Vous êtes prévenus. Ces derniers jours, les intimidations sont montées d'un cran. 3 coups de fil anonymes à son domicile. Un homme lui promettait de lui faire la peau. Le maire a porté plainte pour la première fois. Il vit depuis sous protection policière. Aujourd'hui encore, j'ai la boule au ventre. On n'est pas à l'abri de rencontrer un fou qui va, je sais pas, me tabasser. C'est vraiment inquiétant pour moi, pour ma famille. Et ce week-end-là, la tension ne va pas retomber à Belâbre. Une 50aine de gendarmes se sont déployés sur la place du village. Sous une pluie battante, les anti-CADA s'organisent. Et c'est Ludivine Facio, la fille de l'épicier,
qui a pris la tête de la contestation. On va demander de garder un rythme assez calme, on n'est pas obligé de courir, le but c'est de gagner un petit peu de temps et de montrer qu'on est là. On a des caméras qui couvrent cet événement tout de même. Et le mauvais temps n'a pas dissuadé ces Bélabrais de venir défendre leur village. 40 migrants à Bélabre, pour la commune de Bélabre, c'est trop. Un Bélabre bien tranquille. Eh bien, il y a un pro-Cada qui nous applaudit. Ah, quel gros connard, celui-là, je l'aime pas. Il est tout seul, là, quand même. Le cortège a choisi symboliquement de passer devant la mairie. Reclus dans son bureau, entouré de son équipe municipale, le maire est tendu. Il pleut toujours. Depuis ses fenêtres, il jauge la participation. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas plus nombreux que d'habitude. Même moins, je pense. Largement moins. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que je vois des gens de la famille. Des gens de la famille pour qui j'ai de l'amitié, des sentiments. Non, je ne démissionnerai pas. J'irai au bout. Il y a beaucoup de gens du Rassemblement national. C'est des gens de Bélabre qui se laissent influencer par des discours politiques nationaux. Ce jour-là, ils sont 150 dans les rues du village. Après 9 mois de contestation, la mobilisation ne faiblit pas. Ce superbe et chaleureux village qu'on aime tant au fond de nous n'est pas équipé, n'est pas prêt à recevoir un tel projet. Parce que nous sommes déjà, nous, Bélabre, petite commune, victimes des difficultés que l'État nous impose. Désert médical, manque de structure. Mais c'est surtout un combat contre l'immigration qui se joue aussi à Bélabre. D'ailleurs, à la tribune, c'est l'avocat parisien Pierre Gentillet, proche du Rassemblement national, qui est invité à prendre la parole. Je le dis, c'est une affaire civilisationnelle. Ce combat à Bélabre est un combat local, bien sûr, et c'est aussi un combat national. Regardez vos villes, regardez votre pays. Le reconnaissez-vous ? Alors il faut vous battre. Parce que l'État vous a abandonné. L'État a abandonné le peuple français, comme le maire vous a abandonné. Battez-vous. Des élus Rassemblement national des départements voisins sont venus renforcer le mouvement. Au niveau national, quelque chose est en train de se passer. Il faut que nous, élus, soyons auprès des habitants, puisqu'on voit bien que l'État et même les municipalités laissent un peu les gens à l'abandon, malgré leurs réclamations, malgré leur refus de l'installation de CADA et cette immigration massive qui ne cesse. Et Ludivine Facio est bien décidée à faire plier le maire. Calac, avec la mobilisation de ses locaux et de l'extérieur, a réussi à faire plier la décision. Eh bien, pourquoi pas, oui, si Béla peut être le petit Calac, pourquoi pas, oui. Calac, ce village breton dont le maire, harcelé, menacé de mort, a fini par abandonner son projet de CADA. Loin du bruit de la manifestation, à l'autre bout du village, un petit collectif s'est réuni. Eux ne sont pas descendus dans la rue. Là, la manifestation à Bélabre, dans la Brenne, est terminée. Ils étaient une centaine ce matin pour dire non au centre d'accueil des demandeurs d'asile. 150 personnes selon les organisateurs, 130 selon les gendarmes. Le préfet de l'Indre... Sandrine, Céline, Frédéric et leurs amis ont monté un collectif favorable au CADA. Et eux aussi aimeraient bien faire entendre leur voix. On crie moins fort qu'eux. Ouais. Très difficile. Enfin, je trouve que c'est difficile. L'ambiance actuelle n'est pas dans le... C'est pas dans le thème aujourd'hui de défendre les demandeurs d'asile ou voir les réfugiés. Les gens qui travaillent sur Bélabre, qui sont artisans et autres, si jamais ils annoncent qu'ils sont pro-CADA,
quel risque ils ont en fait? C'est que les gens fassent plus appel à eux pour travailler. Forcément, d'un côté ou de l'autre, on s'est positionné aussi, on s'est jugé. Les regards, les gens qui disent plus bonjour, effectivement, ça c'est très difficile. Alors au début, j'ai pris le parti de faire comme si de rien n'était, en se disant bon, ça va passer avec le temps. Je m'en suis fatiguée, donc maintenant je dis bonjour ceux qui me sourient, qui me disent bonjour, et après non. C'est compliqué. Toute cette haine qu'on a pu recevoir, qu'on voit encore. Être favorable au CADA à Belâbre est délicat pour les habitants comme pour le maire. Mais Laurent Laroche ne désarme pas, il croit toujours à son projet. Il sait que le parcours sera long et bien plus compliqué que prévu. C'est devenu un combat parce qu'il a été très vite mis sur le champ politique. Mais certains vous diront, accepter de faire venir un CADA dans sa commune, c'est déjà un choix politique. Au combat politique, il faut des réponses politiques. Et le fait d'aller à Argenton, participer à la semaine de l'intégration, rencontrer des autres élus, ce sont des actes politiques. La ville voisine d'Argenton-sur-Creuse accueille elle aussi un CADA. Elle organise une semaine de l'intégration. La secrétaire générale de la préfecture du département est présente et Laurent Laroche veut en profiter pour la rencontrer. Mais c'est bien que vous soyez venu du coup, parce que ça, oui, tout à fait. Et puis comme ça donne une vision un petit peu large de tous les dispositifs qui se veut large. Au cœur de la conversation, les freins à l'intégration. Ben oui, bien sûr. Voilà. Ce qui est plus compliqué, en fait, c'est peut-être pas tant de trouver du logement ou de l'emploi, parce qu'on est quand même sur un département où on a 4% de taux de chômage. Donc on voit bien que les entreprises sont demandeuses, en fait, de main-d'œuvre. Donc on peut trouver des parcours et on peut organiser, je crois, l'orientation vers l'emploi. La question qui se pose, et souvent ce que nous disent les élus ou les associations, c'est la mobilité. Voilà. Mais ça. La mobilité, c'est un vrai sujet. Et donc là, nous, on est sur le point de signer avec une association départementale famille rurale, en fait, la possibilité de faire du transport solidaire. Mais le plus important pour le maire de Belâbre, c'est de s'assurer du soutien de l'État. C'est une politique publique qui est portée par l'État. L'État ne peut pas faire seul. Et bien évidemment, au premier chef, ce sont les élus. Et quand on a des élus comme Monsieur le maire extrêmement engagés, qui croient à ce projet et qui invitent d'aller jusqu'au bout, on se doit au niveau des services de l'État d'être à ses côtés, de le soutenir, de l'accompagner, voire même de mobiliser les services aux côtés de l'association pour que les choses aillent jusqu'au bout et dans de bonnes conditions et que Monsieur le maire ne se sente pas seul. Vous ouvrez la voie. Vous ouvrez la voie, bravo. Voilà. J'ouvre la voie. C'est pas sans dommage. Oui. Voilà, il y a des dégâts collatéraux. On vous accompagne. Mais je sais. Au nord du département, une autre commune a ouvert la voie il y a 7 ans, la ville de Buzançais. 4500 habitants et un CADA qui accueille 110 demandeurs d'asile. C'est ici qu'Amina vit depuis 4 mois. Elle a fui son pays suite à des violences familiales. Pour des raisons de sécurité, elle souhaite rester anonyme. Allez, on va courir 5 minutes pour faire réchauffer le corps, ok? Allez, yes. Allez, on commence. 1, 2, 3, let's go. Depuis quelques semaines, c'est elle qui anime le cours de danse de la ville. Lorsqu'on a quitté notre pays, on a cru qu'on va vivre ici en cachette. Mais on pratique notre vie tranquillement. On fait ce qu'on veut. Au début, ils ont cru qu'on va rester comme ça, les bras croisés, mais lorsqu'ils ont vu qu'on veut vivre, qu'on veut s'intégrer, ils ont aimé ça. Certains habitants viennent même assister à son cours. Aujourd'hui, l'intégration se passe bien. Mais à l'époque, comme à Belâbre, le projet n'a pas vraiment été bien accueilli par la population. Au début, à Buzançais, on entendait n'importe quoi sur le marché. Et c'est petit à petit, et je crois que le comportement qu'ils ont eu, toutes les personnes qui venaient de droite et de gauche, il n'y a pas eu de choses à leur reprocher. Ils se sont un peu intégrés.
Et donc ça fait que c'est comme ça aujourd'hui, mais ce n'était pas gagné. Hein. En 7 ans, 190 familles comme celle d'Amina ont été hébergées dans ce centre. Des familles qui arrivent souvent des grandes villes, des métropoles. Les familles, la plupart du temps, quand elles arrivent à Buzancais, elles ont un peu ce sentiment, oh là là, on est dans une zone un peu perdue. Mais quasiment toutes les familles sont contentes après d'être ici, parce qu'effectivement, il y a un environnement qui est paisible, il y a l'accès à la piscine l'été, il y a le parc, il y a des espaces verts, il y a un peu tout ce qu'il faut. Souhaite-t-elle pour autant rester vivre dans ces villes de campagne ? Amina vient d'obtenir l'asile. Elle a justement rendez-vous avec sa référente sociale pour préparer sa sortie du CADA. Tu es quelqu'un qui s'intègre quand même très facilement, qui au niveau social, c'est beaucoup partager, donner et recevoir. Donc ça, dans la vie de tous les jours, c'est très important et j'ai pas d'inquiétude pour toi par rapport à ça. Merci, parce que je me trouve à l'aise, je me trouve très bien ici. Par rapport à ton projet professionnel, là, on va pouvoir faire une demande d'inscription à Pôle emploi. Est-ce qu'il y a des formations où je puisse faire un projet, quelque chose équivalent à mon travail, dans mon domaine, mais c'est pas la peine d'aller dans un autre endroit pour chercher mon poste. En quelques mois, Amina a trouvé sa place. Elle envisage de refaire sa vie juste à côté, à Châteauroux. S'il y avait des moyens de transport pour venir tard à Buzancais, je ne quitterai jamais Buzancais parce que je suis tranquille. Mes enfants, ils sont bien. Il y a plein de sécurité. Personne ne te fait des problèmes, rien du tout. Il faudrait améliorer les choses en termes de mobilité. Clairement, pour habiter en zone rurale, il faut avoir le permis et il faut avoir un moyen de transport. Les familles, quand elles arrivent ici, elles n'ont pas forcément les moyens de financer un permis. Depuis l'ouverture du CADA en 2016, 3 familles ont choisi de s'installer à Buzancais, 25 dans le département. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle s'est aussi jouée sur le terrain de foot d'un petit village voisin, Argy. Soutien. Là. C'est bien, Ibrahim. Ils viennent du Mali, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, une équipe vraiment multinationale, et ça tourne du feu de Dieu. Le club de foot local allait fermer faute de joueurs. Ce sont les réfugiés de Buzancais qui ont sauvé l'équipe. Ah bah sinon c'était fini pour nous. Ouais. C'était fini pour nous. À 6, on ne peut pas faire une équipe, de toute façon. Donc, vendredi, on mettait la clé sous la porte et le samedi, ils sont venus nous voir pour l'Assemblée Générale et on lançait le club. Nous, au départ, on avait un peu peur entre la barrière de la langue et puis il y avait quand même 15 joueurs qui arrivaient d'un coup. Bon, ils auraient pu essayer de prendre le pouvoir, en fait. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu tout de suite ouais, ça s'est très bien passé. Nous aussi, on avait besoin d'un club comme ça pour ça. Donc c'était bien pour eux, bien pour nous, quoi. Ça aide beaucoup à s'intégrer, ça te aide à sortir des soucis, beaucoup de choses en fait. C'est une manière de s'intégrer. Parce qu'entre nous, souvent, il y a des gens qui sont assez timides. Donc entre nous ici, quand on communique, à travers le sport, ça facilite déjà le langage. En 2 ans, la petite équipe multinationale a pris du galon et attiré les regards. On a des très bons joueurs, donc on est un peu l'équipe à abattre en fait. Le club était en train de mourir petit à petit au niveau des supporters. Plus personne venait. Et pour le coup, c'est cette curiosité, cette petite... le fait qu'on soit un peu atypique a fait venir quelques curieux et la plupart se sont rendus compte que ça se passait super bien. Et depuis quelques mois, un supporter de marque assiste aux entraînements. On va pouvoir acheter des parkas. J'ai trouvé les prix. Qu'on est détenu, qu'on ressemble à un club. Ouais, mais ça va se faire. Ah ouais, parce que c'est l'objectif. Comme tu dis, vous voyez comment ils sont habillés. Originaire de Buzancais, l'ancien patron du PSG vient là en voisin et donne un coup de pouce au club régulièrement. Je trouve que c'est une très très belle histoire, c'est très agréable d'être là. Je prends beaucoup de plaisir à être là. J'ai connu à peu près tous les échelons dans le football, de gagner une Coupe d'Europe et de me retrouver ici en 4e division. Et je suis aussi heureux que dans d'autres histoires. Je crois qu'il y a plus de nationalités dans l'équipe d'Argy de 4e division départementale qu'au Real Madrid. Donc, voilà,
À Bélabre, quelques semaines se sont écoulées depuis la dernière manifestation. Mais la tension est loin d'être retombée. Le projet a pris beaucoup de retard. La signature de la vente avec Viltaïs est repoussée, les travaux aussi. Imaginons que la signature a lieu courant janvier. Vous, les travaux, vous avez une idée après derrière? Alors après, il faut qu'on recontacte toutes les entreprises puisqu'on n'aurait pas donné de planning et d'agenda. Les anti-CADA ont investi le terrain juridique. Ils ont déposé des recours au permis de construire. On est toujours dans cette espèce de pression. Je pense que quand les travaux seront commencés, quand la vente sera faite, je pense que c'est là que ça va retomber quand même, parce que là, les gens vont se dire... Oui, c'est vrai que c'est fait maintenant. Avec la pression permanente, c'est éprouvant. Si monsieur Laroche nous avait dit stop, on arrête, effectivement, on aurait abandonné ce projet, mais là, c'est pas du tout le souhait de Viltaïs. Si j'avais voulu abandonner, j'aurais eu maintes occasions. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là et qu'il y aurait autant de fractures. En attendant l'ouverture du CADA, Viltaïs doit honorer son engagement avec l'État. Les 38 demandeurs d'asile seront provisoirement accueillis dans une autre ville du département. Laurent Laroche, lui, espère les recevoir à Bélabre à l'automne prochain. Je pense qu'un jour, un certain nombre de Bélabrais qui aujourd'hui sont dans la rue m'accorderont que j'ai eu raison.